Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Chères auditrices et auditeurs, bonjour, c'est Marc de parlercuisine.com. Alors je voulais vous glisser un petit mot en vitesse avant le début de cet épisode pour vous prévenir que c'est le deuxième enregistrement qu'on a fait pendant le break de Noël. Le premier, c'était l'épisode précédent que vous avez été écouté certainement concernant la dégustation de sauterne que j'ai fait avec Guy en tête-à-tête. Cette fois-ci, c'est un autre enregistrement en live, comme ça, en face-à-face. Mais cette fois-ci, on a un invité tout particulier à notre table. Alors, je voulais vous prévenir parce que la qualité de son risque d'être légèrement différente de ce qu'on a eu précédemment. Merci à Maxime qui a fait un travail formidable sur les enregistrements. On avait une très mauvaise qualité. Il a réussi à en faire quelque chose de vraiment agréable à écouter. En tout cas, beaucoup moins désagréable que ce que ce n'était quand on l'a enregistré sur la base. Donc, merci à Maxime et je vous laisse découvrir cet épisode. Parler cuisine, c'est l'épisode 68. Bonjour à toi, chère demoiselle, cher monsieur, cher auditeur qui nous rejoint pour cet épisode exceptionnel aujourd'hui parce que non seulement je suis avec Guy dans une pièce face à face. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Mais en plus, nous avons l'honneur, l'incroyable honneur de pouvoir être reçu par une grande experte en la matière, une personne formidable que j'ai eu l'occasion de côtoyer depuis quelques semaines, je dirais même quelques mois, en la personne de Mara. Bonjour Mara. Bonjour Marc, bonjour Guy. Alors, Bonjour Mara. La raison pour laquelle j'ai eu envie de t'inviter dans ce podcast, c'est parce qu'elle est naturopathe. La naturopathe, c'est quoi? Ce sont comme une espèce de science un petit peu alternative, comme ça, de gens originaux qui viennent avec des trucs bizarres, qui coûtent cher en plus, et qu'on n'est pas sûr que ça marche. Et puis, en commençant à discuter avec elle, je me suis rendu compte qu'elle m'a apporté une meilleure compréhension de la façon de s'alimenter et une autre façon de voir la cuisine. Alors, quand j'en ai parlé à Guy, est-ce que ça te dirait de rencontrer cette personne-là? Il m'avait l'air un petit peu, intéressé, parce que Guy, qu'est-ce que tu connais de la naturopathie? Je ne connais que ce que j'en ai lu très vaguement. Bon, j'avais un peu l'impression que c'était un mouvement presque limite sectaire, parce que il y a certains points de la naturopathie dont on vient de discuter un petit peu avant de préparer l'émission ici. Et on parlait des personnes qui mangent la nourriture crue. Et moi, j'en avais une très mauvaise expérience il y a une trentaine d'années. J'avais vu des gourous de ce genre de pratique qui finalement n'avaient plus que la peau sur les os. Donc, j'étais un petit peu réticent. Maintenant, la naturopathie ne se limite certainement pas à ça. Non, pas du tout. La naturopathie est donc une alternative à tout ce qui est médecine conventionnelle, simplement pour aider le corps à prévenir plutôt que guérir, mais parfois également guérir certains soucis que l'on peut avoir. Et effectivement, ça ne se limite pas à tout ce qui est crudisme, mais il y a toute une série de possibilités. En fait, l'idée, c'est d'aider la personne de façon individuelle. Donc, chacun de nous est différent, et donc un naturopathe doit essayer de cerner effectivement ce que la personne va pouvoir accepter du point de vue nutritionnel ou pas. Et voilà, donc c'est pour ça que l'on prend énormément de temps à discuter avec le client pour essayer de voir ce qui pourrait lui aller le mieux du point de vue nutritionnel. Ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux devant ce qu'on mange? Oui, tout à fait, c'est ça. On est tous différents parce que chacun de nous absorbe les éléments nutritifs de façon différente. Donc, selon nos habitudes, notre façon de vivre, mais également notre constitution. Notre physiologie. Ouais. Moi, j'ai toujours été assez partisan quand je discutais avec des diététiciens ou quand j'allais à des conférences et qu'on annonçait, voilà le régime pour perdre du poids, le régime pour ceci, le régime pour cela. Et je leur disais, comment peut-on faire un régime identique pour des personnes qui sont toutes différentes? On connaît tous des gens qui mangent ce qu'ils veulent sans prendre un gramme. On connaît tous des personnes qui mangent relativement peu et qui deviennent rapidement plus fortes que la nature ne le voudrait. Ça prouve bien que nous n'avons pas des manières de digérer qui sont identiques chez les uns et chez les autres. On n'assimile pas les protéines de la même manière, on ne réagit pas
aux hydrates de carbone de la même manière. La preuve, c'est qu'il y a des diabétiques, il y en a qui ne le sont jamais. C'est bien la preuve, nous avons une physiologie différente. Et je pense que c'est une bonne chose de pouvoir analyser chez chacun, et c'est ce que devrait faire un bon diététicien d'ailleurs, la manière dont son corps se comporte par rapport aux aliments qu'il mange. Oui, tout à fait. En plus, on parle souvent de régime pour perdre du poids, mais l'idée d'un régime du point de vue naturopathique, ce n'est pas que ça d'ailleurs. Ce n'est pas ça du tout. Et le poids, ce n'est juste qu'une conséquence d'un souci antérieur que l'on n'a pas traité. Donc, il est très bien d'aller chez le diététicien et demander un régime pour maigrir, mais on voit souvent qu'une fois qu'on a terminé le régime, on reprend les kilos qu'on a perdus. C'est le régime yo-yo, ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'on reprend les mauvaises habitudes qu'on avait avant. C'est parce qu'on ne va pas regarder la source. On voit la conséquence et pas la source. Voilà. En fait. L'origine du problème. Oui, l'origine du problème, on le Donc, voit pas. on traite la conséquence, mais pas la cause. C'est ça. Donc, tant qu'on ne traite pas la cause, on aura toujours le on est même dans la problème. merde, quoi. Ouais. On aura toujours la conséquence. ouais. Ok. Donc ça, c'est l'idée. Mais quelle est la différence entre un naturopathe et un diététicien? Alors, un diététicien va se fixer bien souvent sur tout ce qui est effectivement régime diététique, donc perte de poids, etc., ou gain de poids, s'il en est. Et souvent va se baser sur tout ce qui est réglementation gouvernementale. Que donnent tous les gouvernements, et donc par exemple le gouvernement ne veut que notre bien. Exactement, et une femme connu, doit avoir 2500 calories par jour, 2000, etc. Tandis qu'un naturopathe ne s'occupe pas vraiment de ça. Effectivement, oui, dans certains cas, s'il faut aider des sportifs ou autres, mais il regarde plutôt la partie anti-inflammatoire des aliments. Donc, un régime anti-inflammatoire est essentiel du point de vue naturopathique. Donc, tout ce qui est, évidemment, légumes, graines... Bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, s'il en faut. Donc... par exemple, on essaye de décourager les gens à manger tout ce qui est charcuterie, fromage, laitage. Oui. Pourquoi pas de charcuterie? Parce que ce sont des produits acidifiants, oui. très salés, qui contiennent des nitrosamines. Exactement. Et donc, oui. Mais ça, c'est pour tout le monde? Oui, ça, c'est vraiment pour tout le monde. Oui. Ou en tout cas, les consommer avec modération. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve je dirais à la fois dans la presse et chez un diététicien également. Un diététicien ne va jamais conseiller de consommer de la charcuterie à outrance. Non, bien sûr. Ouais. Mais alors, Voilà. et alors il y a deux. Pourquoi c'est encore vente libre alors? Ah oui, mais ça. On peut se faire plaisir de temps en temps, parce qu'une raclette de temps en temps en hiver, ça fait du bien, mais de la raclette tous les jours, c'est pas bon, évidemment. C'est pas bon, effectivement. Alors, il y a deux façons de voir les choses aussi. Donc, une personne va voir un naturopathe si elle a des problèmes, on va dire, du point de vue médical également. Donc, par exemple, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du diabète, ça peut être des problèmes féminins ou des choses plus importantes comme le cancer ou autre. Donc, pour avoir un régime alimentaire anti-inflammatoire. Donc, il y a les personnes qui ont effectivement des soucis à régler. Donc à ce niveau-là, évidemment, un naturopathe va leur demander de faire très attention et de manger au départ 100% ou faire attention le plus possible pour ne pas manger des choses inflammatoires. Tandis que si on n'a rien, effectivement, comme disait Guy, on peut manger de temps en temps, on peut se faire plaisir de temps en temps et manger quelque chose qui n'est pas spécialement bon, mais avec modération, et que le système va pouvoir accepter à ce niveau-là et va pouvoir aussi éliminer. Parce que le problème de ces choses-là, c'est de pouvoir éliminer, de ne pas garder des toxines dans le corps. Maintenant, d'un point de vue légal, on en est où avec la naturopathie par rapport d'abord à la faculté, à la médecine, et puis par rapport à la loi? Est-ce qu'il y a un problème de reconnaissance, ou bien est-ce que les études sont déjà cautionnées par un diplôme? Qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là? Alors, du point de vue légal, effectivement, la naturopathie n'est pas acceptée comme une science exacte, au même titre que la médecine, évidemment, ou autre. Je pense qu'il y a énormément de travail à ce niveau-là à faire. Les naturopathes peuvent évidemment exister, peuvent travailler. Il y a des écoles, donc on fait une école de 4 ans minimum, avec des cliniques, des stages de formation
avec des clients. On n'a pas le droit d'utiliser certains termes, comme par exemple un client, on l'appelle client, non pas patient. Patient, voilà, ça m'avait interpellé ça. Voilà, oui. Ça, on ne peut pas le faire. Pourquoi vous le faites attendre un peu moins? Oui, effectivement. On prend plus de temps, voilà. Donc ils doivent être patients. Oui, donc à ce niveau-là, c'est... Mais je pense que ça ne peut changer que si la mentalité des gens au niveau de la nourriture change. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu comme dans l'acupuncture par rapport à la médecine, ou bien à certaines formes, disons, de manipulation du corps, hein, comme les ostéopathes par rapport aux kinés, finalement. Oui. Les kinés comment dirais-je, est reconnu, tandis que l'ostéopathe, lui, c'est un petit peu parallèle, même si, je dois le dire à titre personnel, bon, ça m'a fait grand bien d'aller chez un ostéopathe, justement. Est-ce qu'il existe, je suppose, des diététiciens qui sont naturopathes? Ça doit exister. Ça doit sûrement exister, oui, bien sûr. Ce n'est pas aussi un peu une philosophie de vie ou bien une C'est une philosophie de vie. Oui, voilà, quand même. Hein. Exactement. Quand on est naturopathe, ce n'est pas seulement se dire, voilà, on doit plus manger que des carottes et des épinards, mais c'est effectivement une philosophie de vie. Oui. C'est le mode de vie change complètement. Alors, sans attaquer aucunement, parce que je n'ai vraiment pas cette intention-là, la naturopathie, est-ce qu'il n'y a pas chez certains naturopathes le risque de tomber, je dirais, dans une dérive sectaire, où il y aurait à ce moment-là peut-être plus une philosophie de vie, mais qui ne tiendrait pas suffisamment compte de la physiologie? Alors, je ne sais pas. Moi, je n'en ai pas encore vu, mais je suis sûre c'est que... possible. Oui, ben, bien sûr, oui. Oui. C'est fort probable. Maintenant, nous, ce qu'on fait en tant que naturopathe, si on voit un client et après une heure et demie d'entretien, on voit qu'il y a on pense que cette personne pourrait avoir des soucis plus importants, etc. Voilà. On écrit des lettres à leur médecin. Donc on veut travailler avec le médecin, on veut travailler de pair avec le médecin. C'est souvent le médecin qui ne veut pas travailler. Vous n'êtes pas un substitut à la médecine? Non, pas du tout. C'est un complément. C'est un complément. Et okay. Mais on se rend compte que souvent le médecin ne veut pas travailler avec nous. Mais par contre, c'est vrai que des dérives sectaires, il peut y en avoir. Hein, en fait, ce qu'il faudrait, c'est une approche tridisciplinaire. Ce serait avoir le médecin, le diététicien et le naturopathe. Et finalement, que les trois puissent interagir dans de bonnes conditions et en synergie. Ce serait pas mal, ça. Moi, si je pouvais me permettre, mon rêve, ce serait que des principes de base de naturopathie soient enseignés même à l'école, avec la diététique et la nutrition, ce qu'on n'enseigne pas aux enfants. Donc du coup, les enfants, ils boivent trop de boissons sucrées et ils deviennent diabétiques à 30 ans. Alors que justement, si on appliquait des principes de nutrition naturopathe dès le plus jeune âge, il y aura beaucoup moins de diabétiques, je pense. Mais du coup, ça fera moins de fonds de commerce pour les médecins aussi. Mais oui, c'est un peu ça le problème. Alors, j'ai pas trop envie de... Entrer dans la polémique. Entrer dans la polémique. Je jette le pavé dans la mare, exprès. Je jette le pavé dans la mare. Voilà. C'est bien. Mais j'ai pas trop envie de me dire, voilà, c'est des conspirations, non, c'est non. l'industrie pharmaceutique, etc. C'est le complexe militaro-industriel qui nous manipule. Mais c'est vrai que il y a chez certaines personnes, oui. Ben, on pourrait peut-être demander à Mara quels sont les grands principes finalement de la naturopathie. Attends, il faut qu'elle revoie ses notes. Parce qu'en tant que grand expert, comme Guy, elle n'a pas réponse à tout, mais elle sait où trouver la réponse. Parce que la différence entre un expert et un grand expert, c'est que l'expert, il croit tout savoir. Le grand expert, il sait où est la bonne réponse. Il ne prétend pas tout savoir. Et un grand expert, généralement, ne prétend pas tout savoir, croit qu'il a toujours quelque chose à apprendre et sait où la bonne réponse se trouve. Alors qu'un expert, un je sais tout, lui croit savoir sur tout. Actuellement, la formation s'effectue donc par 4 années d'études, mais par un circuit tout à fait officiel ou bien un circuit un peu parallèle d'études? Est-ce que ce sont des études qu'on fait par exemple à l'université ou bien dans une autre école ou bien on va dans des écoles privées qui enseignent la naturopathie? Ce sont des écoles privées, ce ne sont pas des écoles... C'est pas un diplôme reconnu. Ce n'est pas des diplômes reconnus. Il y avait auparavant des universités en Angleterre qui donnaient ce genre de cours, mais qui maintenant ne le font plus. Donc, il y a... Je pense qu'au lieu d'aller de l'avant, on régresse un petit peu à ce sujet. Mais en Angleterre, c'est mieux reconnu qu'ici.
Ou dans le monde anglo-saxon? Dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire qu'il y a plus de flexibilité. Oui. Aussi au niveau des herboristes, par exemple. Ici en Belgique, on n'a pas vraiment d'herborisme. Tandis qu'en Angleterre, on a des herboristes. Et en France, je pense aussi. Et en France, c'est un peu comme la Belgique. Mais je pense qu'ils sont un peu... J'avais vu une émission à la télévision, ils étaient un petit peu plus souples en France parce que c'était une culture ancestrale, l'herboristerie en France, qui en Belgique est un petit peu moins... C'est une culture de Charleroi de vendre de l'herbe. Ah oui, mais bon... Mon avis, à Birmingham ou Manchester, ça doit exister aussi. Oui, bien sûr. Et à Molenbeek. Et alors, vous faites des formations plutôt sur l'Angleterre, alors, si je comprends bien. Alors moi, oui. Moi, j'ai... voilà, je suis une formation en Angleterre. Et on a des cliniques, on voit des patients. Je sais qu'il y a une formation ici en Belgique qui existe. Des clients. Ils sont patients à l'hôpital. Voilà, ils sont patients. Ils ont une salle d'attente quand même. Ils ont une salle d'attente, Voilà. ils s'installent. Ils sont patients. Ouais. Et comment fait-on la démarche tout d'un coup? Est-ce que ça tombe du ciel ou on reçoit la visite d'un ange gardien qui dit vous avez des potentialités pour être naturopathe? Comment est-ce qu'on y arrive comme ça? Comment est-ce qu'on y arrive? Mais c'est très facile. La plupart des gens qui font ça, ce sont des gens qui ont eu un souci à un moment donné et qui ont cherché un moyen de s'en sortir. Et ils ont vu que par l'alimentation ou par des changements dans leur style de vie, eh bien, ils ont réussi à voilà, quoi, ne plus avoir... Parce que les circuits traditionnels, enfin ce qu'on appelle les circuits traditionnels, comment dire, acceptés de tous, reconnus par le gouvernement, n'apportent pas de réponse lorsqu'on tombe dans une situation critique, comme par exemple un cancer, une maladie, un diabète, etc. La doctrine officielle n'apporte pas d'amélioration ou n'apporte pas de solution aux problèmes qu'on a. Par contre, la naturopathie fait partie de ces voies alternatives qui permettent justement de progresser, et d'améliorer son confort et d'apporter des solutions à toutes ces questions qu'on se pose face à ce changement de situation. En gros, c'est tant que tout va bien, on se pose pas la question, et une fois qu'on trébuche sur quelque chose, on se dit ah. Mais je pense que la naturopathie devrait vraiment être quelque chose, disons, de préventif. Oui. Bah oui. Parce qu'une fois qu'on a le problème, on a quand même que la médecine traditionnelle pour véritable. Mais oui, mais on a vraiment. Allez, je vais prendre le cas du diabète. Celui qui a un diabète avéré n'a jamais que l'insuline pour se traiter. Alors il peut évidemment faire un régime qui va l'aider à consommer moins de sucre rapide et à mieux répartir son alimentation sur la journée. Mais là, il est effectivement trop tard. Et on est bien obligé de passer par la médecine traditionnelle. Ne plus se contenter que d'une médecine, je mets des guillemets, parallèle ne serait pas suffisant. Et le cancer, c'est la même chose. Je suppose qu'à un moment donné, il faut bien prendre l'artillerie lourde si on veut soigner. Je suppose qu'on ne va pas soigner un cancer... je ne vais même pas parler d'un cancer métastasé, mais d'un cancer normal, qui est encore sur un seul organe, uniquement avec la naturopathie. Ça peut aider, sans doute, mais pas soigner dans le sens guérir complètement. Alors, on va jamais dire qu'on aura soigné quelque chose à ce niveau-là. Ça peut aider. Il se peut que ça le fasse également. Mais le cadre, par exemple, d'un diabète, là aussi... Chacun est différent, donc chacun va réagir de façon différente à ce qu'on a. On a vu des gens, nous, qui ont changé leur vie complètement et qui n'ont plus de diabète, après avoir... voilà, quoi. Il y a des cas, effectivement, quand c'est du pré-diabète où on arrive à ne plus l'avoir après. Même en diabète. Mais même ça en dépend. diabète. Oui, mais ça dépend des gens. Un naturopathe ne va jamais dire, oui, voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est exactement ça, voilà. Parce qu'on le sait que la même chose ne va pas pouvoir être applicable chez d'autres personnes. Voilà. C'est complètement aléatoire. On ne sait pas. Mais effectivement, oui, on peut prévenir, on peut essayer d'aider. Voilà, quoi. Le corps humain est fascinant. Et finalement... Ce mouvement de naturopathie a émergé quand et où? C'est récent? C'est quand même assez... Non, assez récent, non? C'est pas non, ça a commencé à l'époque, au Moyen-Âge. Il y avait les femmes qui étaient des sorcières. Hein, tu vas pas me dire que ça remonte à l'époque des druides? Ça remonte à l'époque des druides, c'est des gens, les remèdes de grand-mère. Mais ce qu'on appelle un remède de bonne femme, ce n'est pas à l'origine le mot femme... qui désigne l'épouse de l'homme, c'est le remède de bonne réputation. Hein. Et on retrouve ça dans le mot fameux. Hein. Et en anglais, on retrouve ça également. Fame, c'est la réputation. Je pense. Oui. Donc ça veut dire que c'est un remède réputé. Et ça voulait dire au Moyen-Âge un remède de bonne réputation. Et puis, le mot femme est devenu femme, F-E-2-M-E,
le féminin donc de l'homme finalement. Tu veux dire que la naturopathie trouve ses sources dans la pharmacopée traditionnelle qui était avant la médecine? La naturopathie trouve ses sources déjà en Grèce avec Hippocrate, etc. Qui on l'appelle le père de la médecine, mais en fait on devrait dire le père de la naturopathie, parce que lui disait que effectivement la première chose à faire quand on est malade, c'est de bien se nourrir. Si on n'arrive pas avec ça, eh bien on va essayer autre chose, un médicament un peu plus fort. Si on n'y arrive pas, eh bien alors à ce moment-là, c'est l'intervention physique. Parce qu'un des premiers principes, on parlait tout à l'heure, on me demandait quels sont les principes de la naturopathie, et il y en a un qui dit, donc en anglais, on dit « first do no harm ». Okay. Donc ne pas faire de mal au départ. Donc pas faire de mal à son corps. Ne pas faire de mal arrêter à son de fumer, corps. arrêter de manger du sucre trop gras, etc. Voilà, ou alors un médecin, ne pas faire de mal à ton patient. Essaye un petit peu, avant de l'ouvrir, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, essaye de voir un petit peu, par des voies alternatives, comment ça peut marcher. Ça, c'est l'idée. Donc le père de la naturopathie, c'est Hippocrate. Mais je suppose aussi qu'à la base, à l'époque, on n'opérait pas ou très peu, dans l'Antiquité. Il y avait énormément de choses qui étaient basées sur l'observation, sur la constatation. Et on avait remarqué que dans certains types d'alimentation, on avait telles conséquences. Et je suppose aussi que l'alimentation et le traitement par les plantes s'est fait de cette manière-là. Combien de personnes n'ont pas mangé des champignons toxiques et ont servi finalement de cobayes avant qu'on ne puisse dire que la manite était mortelle. Donc et pour les autres plantes aussi. On a remarqué que le thym guérissait éventuellement les affections, les infections de type bactérien, rhume, etc. Mais c'est par l'observation qu'on l'a remarqué. Il n'était pas marqué sur la plante de thym sauvage qu'elle guérissait. Ça a quand même pris 20 siècles avant de se rendre compte que l'écorce de saule moulue pouvait être remplacée par de l'aspirine synthétisée. Mais ça c'est parce qu'on a pu faire de la chimie et qu'on a pu isoler la substance aussi. Oui. Mais ça servait avant, on faisait des décoctions d'écorce, de toutes sortes d'ailleurs, pour soigner les gens. Mais je pense que ce que dit Guy est juste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait cette connaissance, on savait peut-être pas d'où ça venait, mais pas d'un point de vue chimique en tout cas. Chimique, voilà. Scientifique. Mais on l'avait observé. Oui. Et qu'à un moment donné, on a perdu tout ça. Toutes ces connaissances se sont perdues parce que on est devenu très cartésien. Et puis là, eh bien. Et on est passé aux substances chimiques qui ont été isolées progressivement. C'était le miracle, quoi. Et on a oublié de dire que la camomille, ça pouvait être utile pour la digestion ou bien pour le tilleul pour être calme, pour mieux dormir, etc. Mais moi, quand j'avais mal aux dents, ma grand-mère me mettait des feuilles de sauge sur les dents, quoi. Pourquoi ? On ne se pose pas de questions, mais oui, voilà, ça calme. Ma grand-mère, pour en parler, bon Dieu ait son âme, elle est décédée il y a pas mal de temps, elle avait comme ça toute une série de, pas dire des poudres de perlimpinpin, mais de choses qu'elle avait dans son armoire, dans son épicerie. Et alors, tous les jours au matin, elle buvait du psyllium. Alors, le psyllium, ce sont des graines qui existent en version claire ou en version foncée, qui sont très riches en mucilage et qui permettent d'aller à la toilette facilement. Alors, on les mouille avec de l'eau bouillante, on met éventuellement un petit morceau de sucre ou un peu de miel dedans. Ça forme une espèce de boisson un petit peu glaireuse comme ça, il faut reconnaître. C'est pas désagréable, mais elle en buvait tous les jours. C'est pour bien aller. C'est pour bien aller. Voilà. Et alors, elle avait également, elle avait un verger avec tous les arbres possibles et imaginables pour la contrée où elle habitait. Et elle avait entre autres des cerisiers, donc elle récoltait ses cerises, et elle gardait bien précieusement toutes les queues de cerises. Elle en avait pour 1 an à chaque fois. Et elle buvait une infusion de queues de cerises tous les jours pour uriner facilement. Et elle faisait la même chose avec des racines de poireaux. Les queues de cerises. Oui, les queues de cerises, ça permet d'aller uriner facilement. Et alors les racines de poireaux, ça c'est génial. On les fait sécher, on fait de l'infusion, enfin plutôt une décoction, et ça a exactement le même effet. Voyez-vous ça. Et alors elle avait également de la camomille officinale, la camomille romaine à grosses fleurs. Oui. Et elle prenait ça, je ne sais plus si c'était pour dormir ou pour autre chose, je ne sais plus. Moi je pique les sachets de camomille au bureau. Bah oui. Bon, mais tu sais qu'il y a des caméras au bureau, on te voit. Mais écoute, moi depuis que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tout ça, parce que c'est vrai qu'avec l'âge vieillissant, on commence à voir les petits bobos à gauche, à droite, et puis surtout on commence à voir des événements dramatiques. Je me rends compte que je vieillis au nombre de funérailles auxquelles j'assiste chaque année. Donc jusqu'à 20 ans, généralement, tu assistais à aucune. Et puis là, tu commences à avoir une fois de temps en temps, et là...
il y a un mois, j'ai appris le décès d'un camarade de fac, d'un cancer. Et là, tout de suite, c'est le genre de seau d'eau sur la figure que tu dis, oui, ce serait peut-être bien que je commence à faire attention parce que mourir aussi jeune, c'est peut-être pas l'idéal et c'est pas ce que je recherche non plus. Je me dis, la vie est trop belle. Et puis, il faut savoir que... est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter ça? Parce que la vie, on peut profiter de plein de choses. Regarde, on est là en train de parler. Ça fait partie des choses qu'on aime faire. J'ai pas envie que quand même laisser tomber à ça. Donc, il n'y a pas moyen d'éviter de mourir, mais on peut retarder l'échéance. c'est vrai, Voilà. on va tous mourir. Voilà. Mais bon, on sait pas quand. Et c'est ce qu'on fait entre le moment où on meurt et maintenant qui va déterminer si on a une vie réussie. Bon, on part sombrer dans la philosophie à deux balles, mais j'ai commencé à boire des tisanes, par exemple. Et je me plaignais de pas bien dormir. Je me dis, allez, bon, je vais essayer une tisane au tilleul. Non, pas tilleul. Tilleul, ça marche aussi, mais on ne trouve pas là où je suis. De la camomille. Bon, un premier soir, effectivement, j'ai bien dormi. J'essaie ça un autre soir, et effectivement, je dormais. Donc maintenant, je sais que systématiquement, quand j'ai du mal à dormir, je bois une tisane à la camomille, mais j'ai remarqué qu'au bout de la 5e nuit, ça fait quasiment aucun effet. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai pris c'est comme si mon corps avait appris à bien dormir. Oui. Alors, du coup, je me réveille plus reposé le matin. Alors du coup, j'ai cet effet pervers, c'est que du coup, comme je suis mieux en forme, je reste éveillé plus tard parce que j'ai envie de faire plus de trucs. Après, du coup, je dors mal et après, je dois recommencer. Mais bon, moi, je me demande aussi dans quelle mesure il n'y a pas un effet où le corps finit par s'habituer. Donc, on se rend compte, par exemple, avec le sucre, on met un sucre dans son café, ça dure un temps, puis après on doit en mettre un et demi, puis on doit en mettre un deuxième, puis on doit en mettre 2,5, puis 3. Et puis, ou soit on continue, soit on se rend compte que forcément il y a des dérives et que c'est mauvais, donc on n'en prend plus. C'est ce que j'ai fait. Par contre, je me demande aussi si on n'a pas le même phénomène avec les plantes, c'est qu'à un moment donné, elles ne font plus un d'effet, et puis finalement, si l'effet qui était entretenu n'est pas un effet placebo, parce que le corps se serait éventuellement habitué à la substance qui amenait la chose recherchée, tout en n'agissant plus ou plus autant. Et que c'est finalement le rituel. Je prends ma camomille avant d'aller coucher, je fais chauffer l'eau, je mets mes fleurs de camomille dans la tasse, je verse l'eau dessus, et puis il n'y a pas un petit peu un rituel comme ça qui fait qu'à un moment donné, c'est le rituel finalement qui fait qu'on s'endort et puis la plante elle-même. Alors c'est possible, enfin c'est possible. Oui, c'est possible. Il y a plusieurs choses. Évidemment, l'histoire du sucre est un petit peu différente parce que oui, ça agit sur le corps d'une autre façon. Mais oui, il se peut que ce soit un effet placebo également. Mais à un moment donné, c'est pas grave parce qu'on arrive au même résultat. Oui, tout à fait. Donc oui, mais et puis de toute façon, les herbes, oui, effectivement, c'est des plantes médicinales. Et on sait qu'une grande partie des médicaments chimiques ont été faits à partir d'herbes qu'on trouve dans la nature. Mais peut-être que pour entretenir l'effet, on devrait passer d'une plante à une autre qui a les mêmes effets recherchés et alterner comme ça un peu, comme on ne boit pas toujours la même eau de préférence, les mêmes eaux minérales. On devrait peut-être passer d'une plante à une autre et faire un petit peu comme ça un tour pour revenir après à la première qui va de nouveau réagir. Tu vas essayer puis tu nous diras. Mais je peux essayer, oui. Je peux essayer. Mais on le dit aux clients de changer, de varier, varier les choses. Parce qu'on a toujours tendance à manger les mêmes aliments, à boire les mêmes choses, etc. Et ça crée des mauvaises habitudes et c'est comme ça qu'on tombe dans... Le secret d'une bonne santé, c'est quand même une alimentation variée. Variée. Très variée. Oui, très variée. Et même le plus... aussi le plus... les aliments doivent être le plus frais possible. Les aliments doivent être le plus frais possible, oui. C'est-à-dire que quand on les prend, ce que je veux dire, c'est que quand on les prend à la source même, déjà quand on les arrache de la source, à ce moment-là, ils commencent à perdre leurs vitamines. Donc l'idéal, ce serait de prendre, sur pied. De cueillir une fraise et de la manger directement, sinon elle perd de son énergie. Oui, après 24 heures, ne serait-ce qu'au niveau des vitamines, on a remarqué la vitamine C, entre autres, sauf dans les agrumes comme les citrons, mais on va prendre le cas d'un légume feuille. Dès le moment où la feuille commence à flétrir, les vitamines s'en vont, et puis après 48 heures, il y a encore 10% des vitamines d'origine. Et c'est un peu ça le drame, c'est que toutes les tables de diététique sont souvent réalisées à partir d'aliments qui sont analysés des cueillettes. Et puis quand on les consomme réellement, ils ont été arrachés, allez, on prendra le cas de légumes qu'on va acheter chez le marchand, ils ont été arrachés dans le champ, ils sont restés éventuellement pour leur nettoyage chez le producteur, ils sont conditionnés, ils vont dans des entrepôts, ils vont chez des grossistes, ils vont après chez le détaillant ou dans le magasin dans lequel on achète, et il ne se passe pas toujours que 24 heures, parfois c'est 48, 64 heures, 72 heures ou plus. Et si en plus après on les met dans son frigo ou à l'entrée de sa cave de nouveau pendant 48 heures, il n'y a plus grand chose à part la cellulose.
Et le goût? Ben oui, le goût, oui, il y est toujours. Oui, le goût reste. oui. Et les verts? Mais les principes, Les verts. mais les verts, ils sont peut-être davantage. Il y en a Ouais. 2 au lieu d'en avoir qu'un seul. Mais les principes nutritifs pour une partie d'entre eux sont partis, ont disparu parce que on a trop laissé de temps entre l'aliment cueilli et l'aliment consommé. Oui, Il faut les congeler directement. Ah oui, la congélation, C'est la pour ça, c'est congélation, intéressant. Oui. Donc, et en fait, c'est ça que j'ai entendu. En fait, les légumes congelés, Ils sont plus les riches en légumes vitamines. surgelés Oui, oui, sont tout à souvent fait. surgelés dans l'heure ou dans les Dans heures, l'heure peut-être pas, mais dans dans, les la heures qui journée. suivent dans les heures, oui. l'accueil. Donc, tu veux dire que par exemple, les haricots surgelés vont avoir une meilleure qualité nutritive que les haricots aux produits frais. Que Aux les haricots rayons frais, allez, on va prendre le cas de haricots frais qu'on a cueillis au Sénégal ou au Kenya. Au Kenya, oui. Bon, ils sont conditionnés là-bas de toute façon, hein, il y a un temps de conditionnement. Même s'ils arrivent par avion, ce qui est souvent le cas, ils sont encore distribués chez nous. Ils passent d'abord par un centre de commercialisation, puis par des grossistes. Je serais curieux de voir quel est le temps qu'il y a entre le moment de la cueillette et le moment où on le consomme réellement. Quelques jours, oui. Il y a quelques jours. Oui. Et alors en plus, maintenant, on conditionne les légumes sous des atmosphères protectrices qui font que le produit ne bouge pas d'un point de vue bactériologique, mais les vitamines, par contre, elles s'en vont quand même. Hein. Oui, donc... Donc, mes épinards, tout ça, brocolis, vaut mieux que j'achète surgelé. Bah, écoute, ça dépend si tu vas les acheter, je dirais aussi de culture biologique, etc. Ça peut aider. Mais c'est vrai que si tu les prends surgelés et qu'ils sont traités de façon bio, c'est pas plus mal, quoi. C'est bien. Tout ce qui est apport nutritionnel va rester. Maintenant, il faut savoir encore autre chose, c'est que la majorité des légumes surgelés que nous consommons en Europe, et surtout les légumes, on va dire, de gamme d'entrée, sont en fait des légumes qui sont cultivés en Chine. Hein. C'est vrai, ça? Oui, tout à fait. Le brocoli, par exemple, il est cultivé en Chine. L'essentiel des pommes à compote qu'on consomme sont cultivées en Chine, enfin sont recueillies en Chine. Les cerises aussi. On ne le sait pas suffisamment, mais la Chine est devenue également le garde-manger du monde. Hein. Donc ils exportent énormément de produits alimentaires, entre autres des surgelés. Mais c'est on extrêmement pense- dangereux, et ça. S'ils nous non. rendent dépendants de toute leur manufacture et puis de l'alimentation, le jour où ils arrêtent d'exporter, ils vont mettre le monde à genoux. Ah, il y aura des problèmes, hein, parce qu'on ne s'y attend pas. Bah, surtout qu'on n'a pas les mêmes réglementations Oui. au point de vue... voilà. D'un autre côté, Alimentaire. les produits qu'on importe de Chine de cette manière-là sont soumis aux règles européennes. Hein. Bon, évidemment, régulièrement, on intercepte des lots qu'on refuse, parce que, bon, ben, il y a toute l'histoire du concentré de tomate. Hein. Ça a Oui. fait un livre, j'ai acheté le Oui. livre. Bon, Ah, tu l'as acheté? je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté, mais j'ai écouté les émissions au moment de sa sortie. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ben, il dit que, bon, quasiment l'essentiel du concentré de tomate, y compris et les tomates pelées, évidemment, hein, et les tomates, disons, conditionnées pour faire les pâtes, on croit que c'est fabriqué en Italie, parce qu'il y a une belle marque italienne sur le bocal, ou à consonance italienne, et puis en fait, c'est produit en Chine. Et alors, on est retombé comme ça sur des entrepôts de concentré de tomates douteux, et on s'est rendu compte qu'ils remélangeaient et qu'ils le vendaient en Afrique. Oui. Oui. Et que le concentré de tomates qu'on trouve en Afrique, qu'on peut vendre à la limite à la cuillère ou au bol, à partir d'un grand fût, c'était des produits qui posaient réellement question d'un point de vue sanitaire. Parce qu'à la rigueur, ici, on a nos lois européennes, Voilà, c'est mais ça. Mais en Afrique, en on Afrique, a Ça, il y a rien de tout ça. On achète des je choses confirme. sans Pour être avoir, regardant. pour avoir été quelques fois en Afrique, ils préfèrent, les Africains, quand je vais en Afrique, me demandent d'acheter ici, en Europe, pour ramener là-bas, même si c'est du Made in China, parce que le Made in China qui est là-bas est non réglementé. Non, Donc ça ne c'est m'étonne pas. quelque chose qu'on achète qu'on pourra jeter très vite. Et si c'est de l'alimentation, parfois on m'a même parlé de cas de riz en plastique, quoi. Ah, ça, je ne sais pas. Mais enfin, Importé c'est de possible. Chine. C'est Oui, possible. oui. Des trucs hallucinants, quoi. Mais toutes les falsifications qu'on a faites chez nous à une époque où on n'était pas trop regardant, allez, je vais dire, mettre du plâtre dans la farine, bon, ça existait pendant la guerre, évidemment. Hein. Non, c'est original, ça. Oui, oui, tout à fait. Mais enfin, quand on fait un gâteau et qu'on veut le manger, c'est quand même un peu plus lourd. Ça garde- C'est une bonne brique. Non, c'est bien, la baguette est croustillante avec Oui, ça, hein. mais disons que d'abord, ce n'est pas très agréable dans la bouche. Mais enfin, bon, ça peut faire un fameux bouchon dans l'intestin, ça peut causer la mort. S'il y a un tout petit peu de plâtre, au moment où on l'ingère, bon, on ne se rend pas compte qu'il y a du plâtre dans le pain parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais après, au cours de la digestion, ça peut faire une occlusion intestinale. Hein. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on conseille de faire quand on veut éliminer des rats. Hein. On leur donne de la farine mélangée avec du plâtre hein, dans la cave, et puis on leur donne de l'eau à côté. Alors les rats vont commencer à manger la farine avec le plâtre, ils adorent. Et puis alors en buvant l'eau, le plâtre prend, et ça leur fait un bouchon dans le système digestif et ils en meurent. Hein. Et ça marche bien, ça?
Ah, c'est un truc qui était connu depuis très longtemps pour tuer les rats. Hein. Ah, essayez. Ah, essayez, bon, voilà. Oui, donc n'essayez pas avec votre belle-mère, essayez plutôt avec les rats. Donc on imagine bien que ce genre de falsification pour l'être humain doit donner des résultats à peu près analogues. En tout cas, la digestion est beaucoup plus lourde. Hein. C'est Donc sûr. il y a la farine avec le plat, c'est très connu. Bon, pendant la dernière guerre, on faisait ça. Ah, bah, Enfin, on ça- falsifiait en tout cas comme ça. Bon, mais pour revenir à un des régimes dans lesquels qu'on évoquait avant que j'ai appuyé sur enregistrer ici. Donc, la farine sert à faire le pain qui est cuit. Tu me disais qu'il y a un régime dont j'ai entendu parler de quelqu'un qui n'était pas chef du tout, qui s'est improvisé chef de raw food. Un mouvement qui apparemment est en train de prendre de l'ampleur en Amérique. Du crudisme que tu as dit? Oui. C'est ça. On mange tout cru. Mais alors, ils mangent pas de pain. Il mange pas de pain. Il mange du pain qui est... Donc ça mange pas de pain d'être. Ça mange Non, pas de pain, ok. non. Ça mange d'autres choses. Oui. Mais alors ils obtiennent comment leurs hydrates de carbone? Bah, par les fruits et légumes. Fruits et Fruits et légumes. légumes. Il y a Oui. des hydrates ok. Non, je pose la question. Et puis il y a évidemment différentes facettes à tout ce qui est crudisme. Ils arrivent à un moment donné à dire voilà, on fait 80-20, donc 80 cru et 20% cuit, ou mi-cuit, mi-cru, etc. Donc il y a plusieurs choses à faire. Mais le crudisme est une bonne chose pour, voilà, si on veut commencer un régime un peu plus sain, etc. C'est une bonne chose. Maintenant, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à digérer les aliments crus, très bien. D'autres, oui. Et ça dépend également des endroits là où on le fait, parce que c'est bien que ça existe en Amérique, du côté de San Francisco, Los Angeles, où il fait chaud toute l'année. Mais où on a des réfrigérateurs. Et on a des réfrigérateurs. Oui, oui. Parce Mais- que la viande qui n'est pas conservée après abattage suffisamment au frais, elle se gâte en quelques jours aussi. Hein. Donc, quand on Quelques heures parfois. Ou quelques Ah ouais, heures. Bon, quelques si on est heures. dans un pays chaud, l'Afrique du Nord ou quelque chose comme ça, c'est impossible. Hein. Ah mais bien sûr, c'est pas possible, c'est pas faisable. Ou alors dans des pays nordiques où on ressent le besoin de manger quelque chose de chaud. Donc C'est vrai que le crudisme en Alaska, c'est difficile, hein. Enfin, c'est plutôt du Ben, surgelé. disons que c'est avec du Tu manges saumon. pas de demander, surgelé. hein. Saumon du... mais c'est un challenge. il y a des recettes comme ça dans ces pays-là où les viandes et les poissons sont réellement faisandés. Et puis, ils font ça avec de la chair de baleine, entre autres. C'est un des plats que les Occidentaux sont incapables de manger, mais que les Islandais adorent, il paraît. Donc, Et moi j'ai vu que dans la plupart des cas, les crudistes sont végétariens ou végans. Il y a effectivement des gens qui mangent de la viande crue, mais ne se revendiquent pas spécialement du crudisme. Mais oui, effectivement, il y a également Donc ils peuvent manger steak américain. certains... Mais il faut bien savoir que c'est que non seulement la nourriture doit être crue, mais la moins triturée possible. Ah, Il ok. ne s'agit pas encore de moudre son steak avec un hachoir. Bon, en tout cas, c'était ce qu'on m'avait expliqué il y a une trentaine d'années. Donc le steak américain à la belge Il faut ne rentre pas dedans. Non, il faut Ok. le couper en toutes fines lamelles, pour qu'on puisse le mâcher, évidemment, sinon, bon, on doit mâcher un morceau de 4-5 cm de côté, c'est pas agréable. Donc, il faut le couper en très très fines lamelles, un peu comme un carpaccio, finalement, de manière à pouvoir le manger. Mais il n'est pas question de le moudre, en principe. C'est vrai. Alors, la question que j'avais posée, c'était, mais bon, comment fait-on avec les enfants en bas âge? Alors, on m'avait expliqué qu'en fait, la maman, on commençait par des bananes, parce qu'évidemment, à un moment donné, il faut bien manger quelque chose. La maman mâchait la banane, et alors je n'ai pas dit qu'elle la régurgitait puisque ça ne venait pas de l'estomac, mais qu'elle la donnait à l'enfant de bouche à bouche après l'avoir mâché, parce que bon, évidemment, un enfant de quelques mois n'est pas capable de mâcher correctement une banane, même une banane bien mûre. Mais ça provoque quand même des carences, parce que bon, entre les petits pots, disons, où il y a un peu de viande hachée, de la carotte et de la pomme de terre ou de l'épinard, et simplement de la banane écrasée, c'est quand même pas la même chose au niveau des protéines. Hein. Et puis les gens qui, effectivement, veulent mettre leurs enfants en bas âge à suivre ces régimes, ils doivent bien faire attention. Ils doivent savoir ce qu'ils font ou comment faire les choses, hein, se faire suivre peut-être aussi par des diététiciens, des naturopathes ou autres.
des nutritionnistes parce que effectivement ils peuvent avoir des carences qui peuvent entraîner la mort. Mais on l'a vu récemment ici en Belgique avec du lait de Donner du lait d'amande. du lait d'amande, du lait d'avoine chez des tenanciers d'un magasin vegan et qui ont donné à leur enfant, à la place de lait de substitution maternelle, qui ont donné des laits végétaux. Et l'enfant, évidemment, est mort de carence alimentaire. Il est décédé ici. C'était à Anvers. C'était du côté d'Anvers, oui. Oui. Non, mais c'est pas étonnant, mais ça c'est une des choses qu'on nous explique justement à l'école, que les laits alternatifs, donc amandes, etc., ne sont pas faits pour remplacer un remplacer, lait, non, un lait absolument, maternisé. quoi. Mais ne mélangeons pas tout, parce que les véganes, moi je trouve que c'est un petit peu des gens extrémistes. Pour l'instant, je vois beaucoup de vidéos militantes sur Facebook qui sont même sponsorisées pour apparaître devant moi. Tu vois que c'est marqué contenu sponsorisé. De gens qui viennent expliquer qu'effectivement, vous ne tuerez pas un animal, mais c'est pour vous achetez un animal qui a été tué pour vous. Alors, c'est tout fait pour que tu te sentes mal comme ça d'acheter de la viande. Et bon, ça, pour moi, on a toujours mangé de la viande dans ma famille depuis des siècles. Pourquoi changer maintenant? Et puis, la naturopathie qui est plutôt... C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose, Voilà. mais parfois, en tant que naturopathe, on se rencontre devant un végan qui n'a pas envie de changer de façon de faire, etc. Mais alors qu'il le fasse, c'est bien, mais s'il veut le faire également pour toute sa famille, ils doivent absolument faire attention et contrôler les enfants, être sûr qu'ils ont tous leurs complexes vitaminés, etc. Parce que sinon, on arrive à des cas extrêmes où il y a des gens qui perdent des enfants. Mais les véganes ont encore l'avantage de pouvoir manger des choses qui sont cuites. Elles ne sont d'abord, bien sûr, que d'origine végétale, mais elles peuvent être cuites. Donc, elles sont relativement assimilables. On va prendre le cas de grains de blé. Bon, lorsqu'ils sont cuits, on a des blés qu'on trouve maintenant comme ça chez nous qui remplacent le riz, qui sont déjà conditionnés dans des berlingots. Un grain de blé cuit, c'est très bon en accompagnement d'un plat. Mais manger les mêmes grains de blé crus, c'est pas possible. Alors ce qu'ils C'est font les immangeable, crudistes, oui, c'est immangeable. Ce qu'ils font avec certaines graines, ils les laissent tremper dans Oui, l'eau les pendant germer 48 quasiment, heures, oui, etc. voilà. Voilà. Et à ce moment-là, elles sont un peu plus assimilables. plus assimilables, plus digérables, parce que C'est c'est bon. impossible. Des haricots secs, même trempés 48 heures, ça ne doit pas être génial non plus à la fin. Hein, même, Ah oui, même oui, trempés, mais il y a hein. des carences à ce niveau-là, parce que moi j'ai fait du crudisme pendant quelques temps, et effectivement, oui, on en revient toujours à manger les mêmes choses, et pas spécialement saines, hein. On pense que c'est sain, Oui, mais tout ça à ne l'est fait. pas spécialement, parce que bon, si on remplace le pain ou autre par des pâtes d'amandes, ça ne veut pas dire que c'est bon. Des noix, des pâtes d'amandes, des noix de cajou, etc. T'as fait ça combien de temps? Quelques mois. Pourquoi t'as abandonné? Parce que ça ne me convenait pas, quoi. Je voyais que c'était pas ça du tout, mais peut-être que je ne savais pas trop comment on le faisait non plus, donc c'était il y a quelques années maintenant. Peut-être que là, je le ferais d'une autre façon. Mais alors, il y avait énormément d'avocats, de noix de cajou, C'est une bonne chose à faire, hein. Ce sont de belles recettes à connaître, si on veut faire quelque chose d'alternatif, une fois de temps en temps. Du chocolat, par exemple, si tu veux aller acheter du Nutella, tu ne l'achètes pas, tu préfères tu peux faire toi-même ta pâte chocolatée. Ça, c'est une bonne chose. Mais manger ça tous les jours, c'est pas spécialement sain si on ne sait pas comment on le fait. Mais ça pourrait être par exemple une bonne idée pour une personne qui commence l'année avec des bonnes résolutions, qui a envie de dire j'ai envie d'essayer un régime, qu'elle fasse une semaine ou 15 jours de crudisme, on va dire, une semaine, 15 jours véganisme. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre comme régime comme ça? Un régime anti-inflammatoire? Un régime anti-inflammatoire, elle pourrait peut-être faire aussi le régime... Marc, tu sais très bien que j'aime beaucoup le régime des groupes sanguins. Ah oui, c'est quoi ça le régime des groupes sanguins? Donc on a tous un groupe sanguin et selon son groupe sanguin, on a une liste d'aliments qui sont favorables ou défavorables, etc. Et moi j'ai remarqué que oui, ça m'a vraiment aidé. Non, ça ne serait vraiment pas étonnant en fait, il m'en avait parlé. Hein. Et c'est vrai que je me suis dit, ce serait quand même logique. On a des groupes sanguins qui ne sont pas compatibles, enfin pas toujours compatibles. Donc, ça détermine chez nous une physiologie particulière. Est-ce qu'on pourrait donner, par exemple, un exemple ou deux en disant, voilà,
le groupe O, on préconise plutôt telle chose et on déconseille plutôt telle autre. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, par exemple, le groupe O, l'idée veut que le groupe O est le premier groupe sanguin qui est arrivé. Ce sont donc les primitifs, les chasseurs. Ce sont eux qui... Les chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs donc voilà, quoi, qui mangeaient de la viande. Donc, ce sont eux qui arrivent à digérer les viandes beaucoup plus facilement que d'autres. Le type A, par exemple, est celui qui est venu après, et le type A est végétarien. Voilà, ce sont ceux qui font la cueillette, donc ce sont les sédentaires. Ils avaient déjà commencé, ils étaient passés de la chasse à la culture. Donc voilà, eux sont plus végétariens. Donc on voit que, puis évidemment, c'est tout le monde, comme on disait tout à l'heure, chacun de nous est différent. Donc certains vont aller plus vers la viande, d'autres pas, mais ça ne veut rien dire. C'est juste une façon de comment est-ce que on digère les choses. Et pas seulement comment on les digère, mais à quelle heure également. Ce n'est pas, par exemple, je sais que le type O, manger les soupes le soir pour un type O, eh bien, il les digère pas très bien. Ah, donc c'est les aliments et aussi l'heure à laquelle on la mange. Donc c'est Comment avec on la mange. chrono-diététique. La chrononutrition, c'est aussi Chrononutrition, un facteur oui. extrêmement, enfin une donnée extrêmement intéressante à étudier et desquelles on doit tenir compte. Effectivement, le soir, de toute façon, il n'est quand même pas conseillé de manger énormément avant d'aller coucher pour qui que ce soit. Non, c'est ça. De toute façon. De toute façon, oui. Mais en plus, si on n'est pas prédisposé à le faire. Voilà. Et de toute façon, ces régimes-là, mais comme tu disais, Marc, si on veut commencer un régime pour la nouvelle année, parce qu'on a de bonnes résolutions, de toute façon, tous ces régimes vont être à un moment donné anti-inflammatoires par rapport à ce qu'on a eu les 3 mois précédents, de toute manière. Donc, ils vont aider d'une façon ou d'une autre à dégager un petit peu le corps de ces toxines. Comme j'ai vu qu'on classait également les aliments en tant qu'aliments acides ou aliments basiques également. Bon, je vais me faire l'avocat du diable ici. On parle beaucoup de régime anti-inflammatoire, d'aliments anti-inflammatoires. Quel est l'intérêt de manger des trucs anti-inflammatoires ? Mais l'intérêt est de pouvoir permettre aux cellules du corps et aux organes du corps de se régénérer, de ne pas être inflammés et donc du coup de prévenir de possibles bobos ou soucis plus importants. Mais il est connu que le cancer est une conséquence de l'inflammation des cellules. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas arriver là. Et bon, là, on parle de cancer, effectivement, c'est quelque chose d'assez important, mais bon, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un problème de dos, de joints inflammés. Mon camarade de promo, il avait même pas 40 ans, mort d'un cancer. Bon, je sais que c'est un gars qui aimait bien, il vivait à Ibiza, il aimait bien faire la fête, et à mon avis, ce qu'il mangeait, c'était plutôt de la gastronomie de soirée. Tu sais, de la gastronomie de rue, c'est beaucoup de fast-food. C'est le genre de choses qui, à mon avis, n'est pas très anti-inflammatoire. Donc finalement, on pourrait prévenir ce genre de choses en plutôt changeant complètement son alimentation, en éliminant tout ce... Bon, qu'est-ce qui est plutôt de nature inflammatoire et qu'est-ce qui est plutôt de nature anti-inflammatoire, en gros? Tout ce qui est anti-inflammatoire, c'est fruits, légumes, graines. Là, ce sont les... Parce qu'il y a des petites graines sur mon hamburger que j'achète au fast-food. Oui, mais il y a aussi le hamburger à côté. Oui. Donc l'idée, bon, effectivement, c'est de ne pas abuser de fromage, de charcuterie, de trop de viande. Mais c'est pas spécialement non plus la viande. L'idée, c'est l'origine, la provenance des aliments aussi, quoi. Parce que quand on parle de viande, de faire attention, c'est plutôt le fait que, ben voilà, comment est-ce que la viande est traitée, quoi. Comment est-ce qu'ils l'ont mis... Mais c'est aussi la nature de la viande, parce qu'on a fait ici, il y a quelques mois, sur toutes les chaînes de télévision du monde et de radio, le procès de la viande rouge, en disant, bon, attention, la viande rouge serait bien cancérigène. Par contre, la viande blanche ne le serait pas. Et finalement, on incriminait le sang. Et on a incriminé le sang à cause des molécules, je dirais d'hémoglobine, si mes souvenirs sont bons, en disant attention, c'est ça qui risque à terme d'un jour de provoquer le cancer. L'hémoglobine est cancérigène. Ben, ça c'est un raccourci. Nous dirons on est mal barré parce qu'on en a plein dans le corps. Oui, mais on parlait de celle qu'on ingérait. Donc c'est le sang en lui-même.
va dire, le sang qui, dans les viandes rouges, reste plus présent. Et la nature de la viande est rouge, alors que d'autres sont blanches. Il y a autant de sang dans un porc que dans un bœuf, je dirais, toute proportion gardée. Mais la viande blanche serait moins dangereuse. Alors même le porc, on le considérait, on le prenait comme une viande rouge. Hein. On disait, voilà, le bœuf, l'agneau, le cheval et le porc sont arrangés du côté des viandes rouges contre les volailles, disons pour la majorité d'entre elles, qui sont des viandes blanches et qui étaient considérées comme nettement moins dangereuses. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que la quantité de viande, et j'en ai déjà parlé dans certains podcasts, joue. Il y a des gens qui ne sont contents que lorsqu'ils mangent une côte à l'os de 500 ou 600 grammes par repas, et par personne bien entendu. Ça n'a aucun sens d'un point de vue alimentaire, et je l'ai déjà dit. C'est quoi 20 grammes de protéines pures, donc Voilà. équivalent plus, ça ne veut pas dire 20 grammes de viande. C'est en gros une centaine de grammes de viande. Okay. C'est suffisant par prise alimentaire. Alors ça veut dire qu'on peut en prendre le matin, on peut en prendre à midi, on peut en prendre le soir, on peut en prendre sous forme d'œufs, de poissons et bien entendu de viande. Mais il est inutile de manger une côte à l'os ou 500 grammes de rôti en un seul repas parce que elle n'est plus assimilée en tant que protéine pour aider à construire des muscles, mais elle est tout simplement brûlée en tant que calorie. Bien sûr, on l'utilise, mais elle est brûlée en tant que calorie. Alors finalement, on achète cher et on paye cher un produit qui peut être remplacé par un produit d'origine végétale et qui, lui, va amener des calories considérées sans coûter le même prix. Oui, tout à fait. Mais c'est ça le problème. Hein. Je pense qu'il y a un manque d'éducation au niveau de la nourriture. On ne sait plus trop bien ce qu'on mange. On se dit, oui, il faut manger de la viande. Mais qui a dit qu'il fallait manger de la viande? Non, il y a aussi des modes aussi. Moi, je me souviens, il y a C'est 50 ans, guerre, hein. à 50 ans, il fallait manger la viande tous les jours. Après, finalement, non, manger la viande tous les jours, c'est pas bien. Puis non, la viande rouge, c'est pas bien. Alors qu'il y a 50 ans, la viande rouge, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et finalement, quoi? Mais la quantité est importante. C'est-à-dire que si on mange un tout petit carré à midi, et puis voilà, et qu'on le fait 2 fois par semaine, c'est entièrement suffisant. Il faut par exemple... Un petit déjeuner anglais tous les matins. Un petit déjeuner. Oui, mais Pas ça. on peut très bien manger des protéines aux 3 repas principaux de la journée. Il suffit de manger du yaourt le matin ou des produits laitiers. Pas forcément du fromage, ça peut être du fromage, mais ça peut être aussi un œuf. Il faut quand même pas oublier non plus que la protéine de référence pour l'être humain, c'est l'albumine, donc c'est le blanc de l'œuf finalement. On pourrait manger 2 blancs d'œufs le matin. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, non. Je veux dire que on aurait déjà là ces 20 grammes de protéines pures sans aucun problème. On mange un petit morceau de viande le midi, et on mange un produit laitier le soir, ou dans lequel le lait en tout cas intervient, et on a suffisamment de protéines. On peut même mettre des protéines d'origine végétale. Bon, tout ce qui est légumineuse peut être utilisé. Et quand on mange des légumineuses à un repas, on peut très bien diminuer la dose de protéines d'origine animale au même repas. Absolument. Donc quand on prend du couscous avec des pois chiches, qui contiennent pas mal de protéines d'origine végétale, on n'est pas obligé de manger un demi-gigot en même temps que le couscous. Hein. Dis-moi, dans la meringue, la protéine reste? Ah oui, parce que la protéine, elle est simplement transformée par la cuisson, mais elle n'est pas dégradée, et elle n'est pas inutilisable. Hein. Donc la meringue, c'est bon en matière de protéines. Le problème, c'est qu'il y a 2 fois plus de sucre dans la meringue que de protéines. Parce qu'on met 2 Pas de kilos de bol. sucre pour un litre de blanc d'œuf. Ouais. Et comme en gros, le blanc d'œuf est constitué de 90% d'eau, finalement, quand on regarde bien dans la meringue, il y a, je vais dire, 10 parts de protéines pour 200 parts de sucre. Hein. Mais à ce moment-là, le crudisme est intéressant au niveau des desserts. Toi, tu vas pas manger les œufs crus quand même. Non, mais Mais il y a des desserts assez intéressants faits avec des avocats, des bananes, donc qui donnent déjà le sucre, qui donnent ou avec des dattes. Voilà, donc ils peuvent être des substitutions. Parce que bon, on parle de cuisine anti-inflammatoire, de régime, etc. Mais ça ne veut pas dire que les recettes doivent être Morne, ennuyeuses. Non, il y a entre autres les fameux biscuits à la banane et à l'avoine qu'on trouve sur Internet. Je ne les ai jamais essayés. Quand on a des bananes qui sont trop mûres, hein, et que les gens bien souvent veulent jeter à la poubelle, parce que maintenant, quand une banane commence à se piquer de quelques taches brunes, on considère qu'elle n'est plus mangeable. Alors que c'est complètement le contraire. Ce qui est faux. Elle est bien sûr beaucoup plus assimilable quand elle est un peu quand elle est toute noire. Moi, c'est quand elle est toute toute noire que bon, j'aime là, elle est bien. peut-être un peu trop surmûrie, mais on va prendre une banane qui est bien mouchetée, hein, et qui est bien tendre. Bon, on l'écrase, on ajoute des flocons d'avoine jusqu'à consistance d'avoir une espèce de porridge. On fait des petits tas, on met ça au four, on a des biscuits genre granny comme ça. Et on peut même ajouter des raisins secs, des cranberries et d'autres baies séchées.
Et on a un biscuit qui reste moelleux de toute façon. Alors on n'a pas mis ni matière grasse, ni œufs, ni rien du tout. Voilà un excellent petit snack Tout pour à fait. grignoter À grignoter comme ça. en début d'année. Pour les enfants également. Et pour les les enfants enfants, aussi, les- oui. les En plus, envoyer à l'école c'est avec. sucré, c'est diététique. Et alors on peut très bien ne faire ça qu'avec 1 ou 2 bananes. On ne doit pas faire 10 kilos à la fois. Hein. On fait ça quasiment tous les 2 jours. On en refait et puis c'est bien Donc pour au eux. four, combien de temps, à quelle température? Ou à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes. Voilà. Alors ils sont encore moelleux quand ils sortent. On les met sur une grille. Et puis on a 2 jours pour les manger, 2 jours ou 3 jours. Ah oui, c'est merveilleux. Donc on peut utiliser tous ces régimes pour se faire de bons repas anti-inflammatoires, goûteux. Une autre recette en vitesse. Pour quelqu'un qui veut, comment dire, entretenir un semblant de bonnes intentions. On sait très bien que c'est des couilles, on a les bonnes intentions de janvier. On tient ça une semaine, 2 semaines. Surtout chez toi. Oui, comment dire, c'est quoi les bonnes résolutions? Il faut dire qu'à notre émission précédente, on n'était pas vraiment dans une idée de faire des bonnes intentions. Ni Les bonnes des résolutions. bonnes résolutions. Bah, non. Voilà. Disons qu'on était plutôt dans On était plutôt foie gras au du terme, en côté- fait. C'était du pas côté vraiment- épicurien. C'était Pas, pas- Oui, voilà. on n'était pas dans le côté Hippocrate, mais épicure. Mais en fait, notre podcast, c'est un podcast où on traite plusieurs aspects. On traite la gastronomie à l'origine, mais bon, on est prêt à s'ouvrir à d'autres cultures. Tout à fait, tout à fait. Non, mais la raison pour laquelle je voulais parler à Mara, c'était justement pour ce côté régime anti-inflammatoire et le fait que en m'intéressant à ça, je me dis c'est peut-être une bonne opportunité pour moi de commencer à mieux réfléchir sur les menus que je me fais toute la semaine. Donc, il y a quelques années, quand on a eu notre premier enfant qui est né, on a commencé à devoir s'organiser parce que dès qu'un enfant arrive, t'as plus le temps. Et donc, la question de qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'est quelque chose qui devient très vite irritant. Donc, je me dis, pour éviter ça, planifions. Soyons organisés. Et donc, 1 fois par semaine, on s'assied et on organise les menus de la semaine. Pour se rendre compte que ça marche très bien. Donc, on fait le menu de la semaine. Du coup, on fait la liste de courses. Du coup, on va faire les courses et on achète que ce qu'on a besoin pour faire le menu de la semaine. Donc, du coup, on jette plus rien, quasiment. Et s'il reste un petit peu, on met au congélateur. Et comme Guy l'avait recommandé, dès qu'on a assez de petits restes au congélateur, on fait une soirée tapas. On fait une soirée tapas, voilà. Voilà. C'est une très bonne idée. Ah oui, N'est-ce parce pas que si on dit soirée reste, ça Non, la fête des décourage. restes, Ça, ça c'est me moi. Mais si on voilà. dit soirée tapas, Ah, du coup, Voilà, les tout le gens, monde est tout le content. monde est content, surtout les gosses finalement. tu peux même inviter quelqu'un. Oui, quasiment. Ils sont Quitte à compléter contents. par un petit truc ou l'autre, on rachète. Hein, mais... Oui, Ouais, voilà. c'est une très bonne idée. Mais moi, j'ai déjà fait comme ça un podcast avec les salades. On en a Oui, fait on avait fait 3 ou des 4, salades, oui. 3 épisodes au moins. Ouais. Et je trouvais que la salade, quand on aime bien les crudités, ça permet de faire passer quasiment tout. Parce qu'on peut mettre aussi bien des feuilles, on peut mettre des légumes râpés, des légumes taillés finement, on met des restants de protéines, je m'explique. On a un poulet, il en reste, on décortique. On a cuit un peu trop de poisson, on peut le mettre. Il reste des pâtes, il reste éventuellement dans notre repas des crustacés qu'on a mis au réfrigérateur ou au frigo. Hein, on les concasse et on a des queues de scampi qui viennent agrémenter la salade. On peut même aussi finalement mélanger aussi bien de la viande que du poisson, parce que bon, des lardons avec des produits de la mer, ça peut parfois très bien le faire, hein, ça peut très bien marcher. Donc finalement des œufs durs aussi. Bon, tout le reste, quoi. Ce qui reste au frigo. Mais tous les restes, Mais- pas tous les restes, parce qu'on peut mettre des choses qui restent, et ce sont souvent finalement, quand on regarde bien, des protéines qui nous restent hein, lors d'un repas. On a souvent Non, mais- un restant de poulet, on a souvent un restant de rôti, on a souvent un restant il de y a- poisson, T'as- et on n'en a pas suffisamment pour faire un repas. Par contre, vous prenez cette petite quantité-là, vous cuisez 2 œufs durs, je vais prendre pour 3 ou 4 personnes, vous cuisez 2 œufs durs, vous les passez au coupe-œuf pour avoir des petites lamelles ou bien des petites allumettes avec les œufs durs. Vous avez rajouté là-bas suffisamment de protéines, vous mettez un petit peu de haricots blancs, haricots rouges, pois chiches, vous avez de nouveau des protéines végétales. On n'est pas obligé d'avoir par personne 100 grammes, je dirais, de viande. Vous avez, admettons, 100 grammes de viande pour 4, vous ajoutez 2 œufs durs, c'est chaque fois 50 grammes, donc ça nous fait de nouveau 100 grammes. Vous ajoutez un peu de légumes secs cuits, bien entendu, et vous avez votre dose de protéines pour le repas, hein, sans aucun problème. Bon, mais là où je voulais en venir, avant que tu m'interrompes, c'est que, effectivement, l'exercice de faire ce menu toutes les semaines, et de mieux organiser son frigo, déjà, ça permettait de faire des économies en argent, économies en temps, économies en ressources qu'on ne jette pas, et donc,
beaucoup moins de stress. Mais je me suis rendu compte que de semaine en semaine, c'était toujours les mêmes choses qu'on voulait se préparer. Donc, maintenant que je me suis rodé à planifier mes menus, je commence à prendre un petit peu dans les livres de cuisine. Donc, je prends 1 heure en plus et je commence à feuilleter un livre de cuisine. Et puis, c'est plutôt en fonction de l'envie. Tiens, je me ferais bien ci, je me ferais bien ça. Puis après, je me demande, mais est-ce que c'est vraiment bien ce que je devrais manger? Et finalement, on manque un petit peu de ligne directrice. Jusqu'au moment où tu m'as parlé de ce régime basé sur le groupe sanguin qui donne les aliments qui sont recommandés et les aliments qui sont plutôt décommandés. Et je me dis, avec cette checklist, je peux la trouver facilement sur Internet? Oui, il y en a partout. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Juste... en français, c'est facilement trouvable. Voilà. Et je les ai trouvés, aliments acidifiants, aliments basiques. Voilà. Tu fais, et donc, régime alimentaire. En partant de cette ligne directrice, je vais plutôt chercher des recettes à base de, moi, je sais le poulet et puis les légumes. Du coup, ça donne plutôt une direction vers laquelle aller et le genre de recettes vers lequel je vais me concentrer. Par exemple, moi, la tomate est déconseillée. Bon, c'est quelque chose que je m'étais rendu compte moi-même parce que quand je prenais une sauce tomate qui était pas assez mijotée, généralement, j'en souffrais assez fort. Et donc, ça m'a pas surpris quand j'ai vu dans la liste que les tomates étaient absolument déconseillées. Du coup, je vais éviter la tomate dans les ingrédients des recettes que je vais rechercher. Donc maintenant, ce que je fais, je prends les livres de cuisine et avec cette ligne directrice en tête, je commence à sélectionner un peu mieux les recettes et à varier l'alimentation comme ça. Donc c'est la nouvelle résolution cette année, ça va être de systématiquement faire une recette différente tous les jours de tout le mois. Ne pas faire la même préparation 2 jours dans le même mois. Alors que souvent, on disait, mercredi c'est le jour des frites, jeudi c'est le jour de la pizza, vendredi c'est le jour du poisson. Mais, et puis on avait tendance à toujours faire la même chose, parce que c'est par simplicité, par facilité. Et c'est bien la facilité, sur le moment même. Oui, mais après, tu payes cher 20 ans après, quoi. Ah mais complètement, mais changer tous les jours, c'est un challenge. Mais effectivement, avec un petit peu de préparation, on peut y arriver, quoi. Alors moi, j'aime bien les recettes qui ont un maximum de 5 ingrédients, parce que... C'est trop à gérer, je trouve ça. C'est Jamie Oliver qui a lancé ça. C'est Jamie Oliver qui a lancé ça. Recette à 5 ingrédients. Je ne savais pas, mais oui, je suis d'accord avec lui. Oui. Mais parce que c'est plus facile. 5 ingrédients en 5 minutes. En 5 minutes? Ouais. Je sais pas trop pas 5 minutes, mais effectivement. Mais quelque chose d'anti-inflammatoire que j'ai fait pour des amis il n'y a pas longtemps. Parce que là, j'ai beaucoup de mal à faire à faire des recettes qui ne sont plus dans mon nouveau style, on va dire, de cuisiner. Donc j'ai beaucoup de mal, donc j'essaye d'introduire la cuisine anti-inflammatoire un petit peu aussi quand j'invite des amis à la maison. Ce que j'avais fait, c'était simplement une soupe avec du pak choy, des brocolis, des champignons, des épinards, et donc je l'avais agrémenté avec un petit peu d'huile de coco, de crème de coco, de noix de coco. Voilà, tout le monde avait adoré. Et ce qu'on peut y mettre aussi, on peut également y ajouter des pâtes, peut-être sans gluten, donc aller chercher les pâtes faites avec du quinoa ou du riz ou des pois chiches. Évidemment, les éléments nutritifs des pois chiches ou du quinoa ne vont pas y être, mais les protéines vont être toujours dans les pâtes. Donc voilà, ça c'est... Et comment est-ce qu'on considère les algues dans la naturopathie? C'est le superfood. Oui. Superfood. Oui. Les algues. Et les algues sont également utilisées pour les personnes qui ne veulent pas prendre des suppléments animaux. On les utilise pour tout ce qui est complexe vitaminé. Il y a aussi beaucoup d'iode. Voilà. Les superfood, en français, ça... Le super aliment, hein, super aliment. Ça existe, oui, il y a des listes comme ça. Ouais. Oui, j'ai entendu parler des superfoods et qu'on commence à introduire quasiment en dose homéopathique dans certains aliments, et puis après dire, oh, superfood, est en train des tout petites doses. C'est quoi l'intérêt, c'est quoi la caractéristique, particularité de ces superfoods? Ils sont tous différents. Certains peuvent être anti-inflammatoires, d'autres antioxydants. Donc il y a une Pourquoi variété. On appelle ça superfood? Je pense parce qu'ils concentrent dans une petite quantité toute une série de qualités. C'est ça. Ah.
C'est ça, c'est la concentration par exemple, des Granberges. Eh bien, elles sont les plus élevées au niveau antioxydant dans tout ce qu'on a comme... toutes les inflammations urinaires, déjà. Voilà, c'est Les ça. cranberries, oui. Les cranberries, Oui. c'est ça. Après, c'est les blueberries, donc c'est les myrtilles. Oui. Oui, effectivement, si on en mange dans des smoothies, par exemple, bon, elles sont peut-être pas super bonnes, mais... Avec autre chose, hein. Avec autre chose, avec une pomme, moitié d'une pomme, et on les prend, et bien c'est après une semaine, on voit déjà des... Les smoothies, oui. D'ailleurs, il y a d'ailleurs des cures comme ça de jus de canneberge pour les personnes qui ont des infections urinaires. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est recommandé, oui. Alors là aussi, il faut le faire soi-même et ne pas aller chercher les jus de canneberge dans les magasins qui sont simplement des sirops avec concentré Oui, ou de sucre. l'eau, Que c'est pas efficace du tout? Mais non, c'est très sucré, il n'y a pas Mais disons que le problème, c'est qu'on prend des poisons en même temps. Bon, il est clair que le sucre raffiné est un poison. Donc forcément, si on a fait un mélange avec de l'eau, du jus de canneberge qui au départ est bon pour la santé, mais qu'on a rajouté l'équivalent de 7-8% de sucre au mélange, tout simplement pour l'adoucir, il n'y a pas d'intérêt, évidemment. Ok. Un an, je passe. Oui, en effet. Alors, si tu avais un livre à nous recommander pour cette rentrée, pour cette nouvelle année, pour ceux qui veulent en savoir plus. Il y a T'as pas de livre? T'as énormément de livres. Il y a énormément de livres. Bon, allez, si on devait aller sur Amazon maintenant et qu'on devait aller chercher un terme, lequel tu recommanderais? Quel terme faudrait rechercher pour voir les livres? Absolument anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire. Absolument, oui. Parce que là, on va retrouver toute une série de possibilités, que ce soit n'importe quel régime, en fait. Mais en tout cas, c'est un bon début. C'est un très bon début. En recherchant un livre de recettes, j'étais tombé sur les régimes cétoniques. Oui, Kétoniques. oui. Ça, oui, ce qu'on appelle kétonique. Kétoniques. Ça, c'est très protéiné. Et C'est Atkins, hein. c'est pas loin. C'est pas spécialement loin. Atkins parce que Pas aussi Atkins, loin. pas aussi loin, mais c'est utilisé pour les sportifs. Donc tout ce qui est kétonique est utilisé par les sportifs, mais c'est un régime qui ne peut pas être fait sur la longue durée parce que c'est mauvais pour les reins. Hein. c'est très mauvais, c'est pas gérable par le corps tout le temps parce qu'en fait on arrive à un moment donné où on a besoin de réintroduire des carbohydrates. Okay. Mais les sportifs utilisent ça avant de grands événements. Pour sécher à un moment donné, oui, pour pendant prendre de la masse mois, musculaire. Voilà, c'est ça, pour certains événements, je sais pas moi, les Jeux Olympiques ou autres. Ouais. Mais après ça, ils doivent recommencer. Mais il y a une chose quand même qu'on oublie, et ça, il y a des enragés des deux bords. L'homme est un omnivore, et je l'ai déjà rappelé à plusieurs reprises. Nous avons un système digestif d'omnivore et nous avons une dentition d'omnivore. Si nous avions un N'en déplaise à ceux qui disent voilà. qu'on n'est pas programmé pour manger de la viande. Tout à fait. On a quand même des canines. On a quand même des canines pour en manger. Et mais par contre, si nous ne devions manger que des protéines d'origine animale, nous aurions des crocs comme le chien et nous aurions un long tube digestif, ce qui n'est pas le cas. Alors que le chien est omnivore. C'est-à-dire que de plus en plus, mais à l'origine, il n'est pas quand même. Hein. Sauf quand il mange des hommes. Oui, peut-être bien. Mais donc le chien est un tout petit peu omnivore. Il le devient de plus en plus parce que nous l'avons, je dirais, transformé. Parce qu'on lui donne quand il vient manger à table. Voilà, on lui donne des bonbons, on lui donne des sucreries, du gâteau. Mais nous ne sommes pas non plus des herbivores stricts ou des végétariens stricts, sinon nous aurions un système masticatoire comme l'éléphant. Alors, hein. Oui. Donc nous avons plutôt, et ça c'est une comparaison mais qui est évidente, nous avons quasiment la même dentition, la même physiologie que le porc, qui est l'animal le plus proche de nous, et qui est omnivore. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on fait des greffes cardiaques de certaines parties du cœur avec des morceaux de cœur de porc, hein, parce qu'on le tolère très bien. Insignerais-tu que l'homme est un porc? L'homme est un porc pour l'homme. Mais pas la femme. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais dis-moi, Mara, tu n'avais pas commencé à écrire un livre? Est-ce que tu as déjà publié un livre? Non, je n'ai pas encore publié de livre, mais je suis en train de mettre en place un tout petit e-book pour mon prochain site online. Ceux qui veulent en savoir plus à ton sujet, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Eh bien, pour le moment, c'est maracalvi1@hotmail.co.uk. Ok, Mara, M-A-R-A-C-A-L-V-I.
et 1, le chiffre 1. Tu as un site internet qui va bientôt être mis en place? J'ai un site internet qui va bientôt être mis en place, qui va s'appeler 4pnutrition.com. 4P. 4, ouais. En un mot. En un mot. Le numéro 4. Chiffre numéro 4, pnutrition. Nutrition.com. Oui. Et là, ils auront également la possibilité de télécharger un petit e-book avec quelques recettes anti-inflammatoires. Donc, quelques recettes pour le matin, midi et soir. Est-ce que tu fais de la consultance individuelle? Oui, bien sûr. Du coaching? Du Et coaching. c'est en face à face ou ça peut être en distance? Alors, c'est préférable face à face, mais ça peut être fait à distance également, parce qu'évidemment, on a le grand Internet qui aide énormément. Donc oui, tout peut se faire par téléphone ou par Skype ou autre. Voilà. Parce qu'on peut. FaceTime. On a beaucoup de gens qui sont dans des régions reculées qui n'ont pas spécialement accès à ce genre de discipline à portée de main ou à portée dans leur ville. Ah, c'est clair que celui qui nous écoute en Mongolie, il aura du mal à faire une consultation en face à face. Je remercie notre auditeur en Mongolie. On a un auditeur qui, chaque épisode, on voit une écoute en Mongolie. Je le remercie et je le salue bien bas. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous présenter. D'ailleurs, depuis... Et on suppose que c'est quelqu'un qui comprend le français, puisque c'est un podcast en français, donc... J'espère. Oui, et puis il écoute jusqu'au bout, donc c'est qu'il doit en plus aimer, ça. Eh bien, s'il nous écoute, j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Mais ce n'est peut-être pas un Mongol non plus, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est expatrié. Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Oui, ben, alors, pour ce faire, en parlant des auditeurs, justement, lorsqu'on a fait notre série sur les repas festifs et les intolérances, que Guy nous a gentiment animé, j'avais lancé un appel pour qu'on nous envoie un message et il y a une personne qui a répondu à nos vœux de Noël sur le groupe Facebook, enfin la page Facebook. Et j'ai ici David qui nous souhaite joyeuses fêtes de fin d'année, cher Marc, cher Guy et cher Maxime, homme de l'ombre qui assure la technique. Donc il confirme qu'il a tout écouté et qu'il écoute dans les transports en commun et parfois en faisant la vaisselle. Voilà. C'est merveilleux, à la cuisine Oui. de toute façon, donc c'est bien. Oui. Et puis alors j'en ai eu un autre qui a envoyé un email. Je suis en train de vérifier l'email en direct. question@parlescuisines.com et j'ai Pierre de Québec qui est en écoutant l'épisode 65 nous a lancé nous a envoyé un petit email. Donc ça coûte rien d'envoyer un email. question@parlescuisines.com et il dit qu'il a tout écouté les podcasts et qu'il attend toujours les prochains avec impatience et qu'il aime beaucoup les recettes et que ça donne plein de trucs parce qu'il aime bien cuisiner. Et il demande justement des photos parce qu'il ne sait pas mettre de visage sur nos paroles. Ma photo, tu la retrouveras un petit peu si tu recherches. Je crois que j'ai été liké Je vais liker mes propres publications du podcast Parler Cuisine. Donc Marc, il n'y en a pas 36 000. Mais c'est Guy pour lequel ça va poser un peu plus de problèmes. Moi, je ne suis pas très grand public, à part par la voix, donc... Voilà. Il veut rester une voix. Il ne veut pas qu'on... La voix de l'ombre. Il va être mystérieux. Oui, je trouvais, voilà. Non, alors, je crois que j'en vais peut-être lancer une pétition. Ce sera une idée pour un auditeur. À partir de combien de signatures la pétition n'aura qu'un seul effet, c'est que je ne fasse plus de podcast. Non, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est un meet-up cette année. C'est-à-dire, on donnera rendez-vous à tous ceux qui veulent, à un endroit bien précis, à une heure très précise, et ceux qui veulent te voir viendront. En Mongolie? Non, pas. Nous irons voir l'influence du lait de yad dans la naturopathie. D'ailleurs, moi je dis à celui qui nous écoute à la Barbade. Il y a un éditeur à Barbade. Oui, non, il y a un autre à Saint-Vincent-les-Grenadines. Ah, ce serait bien pour faire le meeting, là. S'il veut nous inviter. C'est bon pour le crudisme. Oui, voilà. Moi, on cherche quelqu'un en Maldives, mais bon, voilà. Pour le moment, ça n'a pas l'air. Il y en a un à Mayotte aussi. Ah oui, ben pourquoi pas. Donc, c'est pas mal non plus. Hein, moi, je ne demande pas mieux d'aller pêcher c'est pas mal, ça. Pêcher l'espadon ou bien oui. le mérou, je ne sais pas ce qu'il y a par là. Très international. J'ai dit, depuis qu'on a été cité comme dans la liste des podcasts à écouter pour parler le français, la moitié des auditeurs sont dans des pays non francophones. Ça nous embête un peu parce que justement... Moi, ça ne m'embête absolument pas. Je suis très content de pouvoir parler à tous nos auditeurs qui sont dans des pays non francophones. Oui, non, j'aime beaucoup que non, vous avez tous compris que moi j'apprécie beaucoup, mais pas Marc. Vous avez tous compris ça, en fait.
Ça m'embête un peu parce que quand Ah, voilà, il le dit. quand j'ai approché un sponsor parce que nous, on essaye un petit peu de rentabiliser le temps qu'on passe là. Et puis j'approche un sponsor, il dit vous êtes écouté où? Je dis mais en fait un peu partout. Et il y avait justement un développeur d'une app qui était venu me proposer qu'on parle de lui en échange d'un accord et d'une répartition des gains. Mais son app était qu'en français, donc disponible que dans les stores en français en Belgique et au Canada. Je dis, mais c'est même pas la moitié de nos auditeurs, donc tu vas me demander de faire la promo pour quelque chose qui n'est même pas accessible pour la moitié des gens. Ça sert à rien, quoi. Ça va pas. Donc, Mais moi, je n'empêche pas Marc de faire une émission en anglais avec quelqu'un qui trouverait en Angleterre. Il ferait un podcast anglophone à ce moment-là. oui, mais non, on a un podcast francophone, quand même. Alors Ben, il vaut mieux être premier en francophonie que 5e ou 25e en anglais. Hein. Bon, il faut... Ouais, c'est sûr. Bon. D'ailleurs, je remercie tous les auditeurs qui nous écoutent, individuellement, un par un. Je sais que vous nous écoutez un par un, parce que vous aidez ce podcast à se hisser en première place des podcasts indépendants dans la catégorie alimentation. Donc nous avons terminé 2017 en première place des indépendants. Après, au-dessus, c'est Radio France qui a des moyens hautement supérieurs aux autres, colossaux, financés par le fisc, par les contribuables français. Nous, aucun contribuable français n'a contribué à ceci. Et surtout avec des tables de mixage grosses comme la moitié d'une rame de métro. Oui, tout à fait. Hein, alors que nous, ça tient dans une boîte à cigarettes ou presque, une boîte à cigares. Ok, alors là, c'est la deuxième fois que je sors mon studio mobile et ça tient littéralement dans un petit sac à dos. C'est pratique, hein. C'est pratique, c'est impressionnant. Voilà, on n'arrête pas le progrès. En tout cas, Mara, merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi. Merci d'avoir accepté de parler. Dans sa gentilhommière de Belgique. Hein. Merci à vous. Habituellement, ce n'est pas là qu'elle habituellement, réside. c'est à Londres. Ouais. Voilà. Ici, on est très bien dans les bois, quasiment. Dans les bois, oui. En fait, nous avons 2 expats anglais qui viennent en Belgique pour faire leur émission. Enfin, du moins un qui vient pour son émission. Et pour te rencontrer toi aussi. Qui a quitté sa perfide Albion pour venir dans le roman Pays de Brabant. Voilà. Eh oui. Qu'on aime tellement. Bien sûr, dites, la plus belle région de Belgique, ou une des plus belles, le Brabant wallon, c'est une des plus belles régions de Belgique. Et des plus riches aussi. C'est la plus riche, hein, une des plus riches. Faut pas l'oublier. Faut pas le publier, si on le publiera. Faut pas l'oublier. Mais gastronomiquement parlant, c'est pas une vilaine région. Donc, oui, on a quelques restaurants étoilés dans le coin. Il y a des restaurants et puis il y a des produits quand même. Faudrait faire un beau podcast avec ça. Sur le Brabant wallon. Oui, sur la cuisine du Brabant Sur la cuisine du Brabant wallon, bien sûr. La tarte à l'jotte de Nivelles. On pourrait rencontrer quelqu'un qui a gagné la médaille d'or, là, pas de problème. En fait, c'est parce qu'il n'habite pas en Belgique. Sinon, pour aller chez des détenteurs comme ça de toute une série de distinctions. Il y a des fromagers qui sont tous... On a l'impression qu'ils se distribuent les prix ici dans le coin, les fromagers, les charcutiers, tout ça. On irait par exemple chez ceux qui gagnent les coques de cristal de la foire de Libramont pour l'escavèche, pour le fromage, pour le beurre, pour certaines charcuteries, pour toutes sortes de produits finalement. Oui. Il y a de bons et ça, ce serait intéressant de pouvoir en parler. Et il y a de très bons restos aussi. Il y a de très bons restos. Justement ici, pas loin d'ici, c'est vraiment... Lequel ? Il y a une brasserie qui s'appelle Au Roi de Brabant, au Duc de Brabant. Et c'est cuisine traditionnelle belge, très très bonne. Il y a quand même des restaurants étoilés ici tout près. Hein. Oui, il y en a. Il y a quand même pas mal de trucs très sympas. Voilà. Il y en a pas loin de Waterloo. Pas loin de la butte du Lion. Que les Français aiment beaucoup. Venir visiter. Oui. Et son musée interactif. Et son musée interactif qui est très très joli. Qui est très très bien. J'y suis allé déjà 2 fois. Il y a pas mal de Alors j'adore, c'est la salle de projection du film en 3 dimensions. Hein. Ça j'ai pas pu y rentrer. Oh là là. Ça... Moi je suis resté à 4 séances d'affilée. Non, c'est vrai. J'ai pas pu y rentrer. Pourquoi ? Je sais pas, ça me faisait peur. Il y avait même les odeurs en plus. Hein. Il y avait les odeurs aussi. Les odeurs de brûlé, à un moment donné on sent la flamme. Les odeurs de crottin de cheval et tout. Et alors les tremblements du sol. Oui. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah oui. Ma soeur m'avait prévenu, j'avais le cœur qui battait à toute vitesse. Au moment de la charge, là, on voit toute l'armée qui arrive sur 250 mètres de large de front et on est pris dedans. Hein. L'armée, les chevaux qui chargent, on est au milieu. Hein. Oh là là, ça c'est... Alors en 3 dimensions, je dis pas l'effet que ça fait. Hein. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Oui, j'imagine. Ouais. Moi j'ai bien aimé la table, avec les assiettes. Oui. Je sais pas si c'était vrai. Oui. Mais c'est un musée que j'ai visité pendant combien ? Presque 3 heures, il aurait fallu la journée. Hein. Pour tout lire par exemple. Oui, hein. non, on peut pas tout lire. Parce que
À côté de chaque pièce, il y a une explication. Donc chaque vêtement, il y avait quand même toute une série de corps d'armée différents. Et bon, on pourrait s'arrêter à chaque explication et lire, mais bon, on n'a pas le temps. Et faire les jeux interactifs. Alors, il y a les jeux interactifs aussi. Enfin bon, Ouais. c'est un très beau musée. Pas trop grand finalement, mais juste ce qu'il faut. C'est vraiment très très beau, très bien fait. C'est très bien fait, oui. Et c'est encore là? Ah, C'est le tout nouveau, c'est le nouveau musée. Ah, tout nouveau Le musée. tout nouveau musée, il est sous-sol en plus. Pourquoi hein. est-ce que Je veux personne dire, ne me dit l'ancien rien? musée était aussi joli. Là, j'aimais bien les cartes, comment elles s'allumaient. Ah, Oui, bah, oui, j'ai vu l'ancien musée quand j'étais tout petit, Voilà. genre j'avais moins de 10 ans. Oui, mais celui-ci, Celui-ci, c'est autre vraiment chose. top. Hein. C'est Ok. vraiment, ils ont fait pour le 200e anniversaire de la bataille. Mais Et il là, faudra il- qu'on se fasse un épisode, ça je te le demande depuis le début du podcast, sur justement l'influence qu'ont eu les batailles napoléoniennes sur la gastronomie française. Ben oui, tout à fait. Mais bon, Voilà. on a déjà fait tellement d'émissions. Alors, il y a aussi des émissions qu'on devrait faire en direct parce que les faire à distance, on a beau dire ce qu'on veut, oui, on le fait par Skype, mais il y a une interaction qui est différente. Là on est en quand se voit. direct, comment tu trouves? Moi, On je est trouve face ça- à face. Moi, je trouve ça génial. Hein. C'est mieux. Ah oui. mais- Sinon Mara, est-ce que tu serais prêt à revenir? Ah oui, moi absolument. C'est la première fois que j'enregistre un podcast. Et j'ai adoré l'expérience, donc oui. Je suis disponible. Et pourquoi tu lancerais pas ton podcast sur la Mais naturopathie? Oui, non, mais je pourrais faire ça aussi. Oui. Pourquoi pas? On manque de podcasts francophones justement en matière de cuisine et alimentation. Mais on peut l'inviter autant de fois qu'elle voudra. Hein. Oui, Pas de bah, problème. tu nous fais signe, hein, tu sais où nous trouver? Ah oui, je sais. Oui, mais puis vous pourrez faire des podcasts quand vous êtes à vous deux en Angleterre aussi. Oui, on peut faire ça aussi, bien Ça sûr. aussi. Oui. Ouais, non, mais moi je fais quand même. Je préfère Guy parce que Guy, il a toujours des choses bien à raconter. Je veux pas te dire du Non, mal, ça, hein, c'est sûr, non. mais comme on dit en anglais, no offense. Mais Non taken. ok. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Bah, bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.